Double assassinat dans un village. Les autres, ils ont brûlé. De 17 ans. Et la garde à vue continue. Voilà les questions auxquelles devra répondre l'IGF. Talk about a bad week. Pas de motif, pas de suspect, aucune piste officiellement. Au sommaire de cette édition, Katusha. Un mois après avoir retrouvé le corps de l'ex-top modèle noyé dans la Seine, la famille ne croit pas à la thèse de l'accident. Pour connaître la vérité, elle a engagé un avocat célèbre, Roland Dumas. J'ai déposé une plainte pour meurtre. Dans quelques minutes, les révélations de l'ancien ministre des Affaires étrangères. Notre reportage avec les enquêteurs de la police parisienne sur la piste d'une bande organisée dans le vol de métaux. C'est la dernière tendance dans le milieu. Les cours du cuivre grimpent, les malfrats en profitent. Bouge pas! On se calme. Tu te calmes. Ok? Le portrait de la semaine, Mathieu Fabiani, flic le jour, scénariste la nuit. La Balance, Centrale Nuit et quelques autres succès sont nés de son imagination, mais aussi de son expérience. Le flic, c'est souvent un scénariste qui s'ignore. Commissaire divisionnaire à Asnières dans la banlieue parisienne, il dirige plus de 200 hommes et femmes sur le terrain. Enfin, le verdict de la semaine. Souvenez-vous, samedi dernier, nous vous racontions l'histoire de Guillard, ce plombier de 54 ans, accusé d'avoir tué son ami Pierre Jourdain. Sur les marches du palais de justice, il niait toujours être un meurtrier. Vous êtes coupable ou innocent? Innocent. Guillard cache-t-il une terrible vérité? Nous l'avons accompagné pendant toute la durée de son procès. Exceptionnellement, le président du tribunal nous a autorisé à rester à ses côtés pendant la délibération des jurés. Guillard a-t-il été condamné? À quelle peine? Le verdict à la fin de cette émission. Mais pour commencer, le mystère Katusha. La famille refuse de croire à l'accident. Elle fut une des premières femmes noires à régner sur les podiums. Une star dans l'univers de la mode. Une égérie même, pour Yves Saint Laurent. Le 1er février dernier, à l'âge de seulement 47 ans, l'ex-top modèle Katusha disparaît. Un mois plus tard, Katusha est retrouvée sans vie au milieu de la Seine. Immédiatement, son décès intrigue et sa disparition interroge. Une disparition qui remonte à la nuit du 31 janvier. Ce soir-là, il pleut beaucoup sur la capitale. Après un dîner entre amis, Katusha se fait raccompagner en taxi. Il est à peu près 1h du matin quand elle se fait déposer chez elle sur une péniche amarrée près de la place de la Concorde à Paris. Depuis ce jour, ses proches n'ont plus eu aucun signe de vie. Nous avons retrouvé une des dernières personnes à l'avoir vue vivante, son amie Baïdi. Elle était joviale, elle avait des projets, elle était contente. Il a passé l'après-midi du 31 janvier avec elle. Il se trouve qu'elle m'avait même invité à venir dîner avec elle. Je ne pouvais pas. Mais j'ai laissé une femme qui était vraiment dans un bon mood, qui était qui parlait de ses projets avec une force, avec cette passion, cette volonté de vouloir rebondir très fort. Et donc c'était l'après-midi qu'on a eu. C'est seulement 3 jours après sa disparition que le fils de son compagnon Victor, propriétaire de la péniche où elle vivait, prévient la police pour signaler la disparition du top modèle. Dès lors, les recherches commencent et des plongeurs parcourent la Seine afin de retrouver le corps. Sans résultat. Alors forcément, les proches de Katusha s'inquiètent. Où est-elle? Dans l'eau ou ailleurs? Morte ou vivante? Séquestrée? Maltraitée? Après 4 semaines de recherche infructueuses, un témoin signale à la police la présence d'un corps flottant sur la Seine, à Boulogne-Billancourt, près du pont du Garigliano,
à seulement 5 km du domicile de Katusha. Immédiatement, la police se rend sur les lieux. Les vêtements portés par le corps sans vie ne laissent guère de doute aux enquêteurs. Ce sont ceux que portait l'ex-modèle Katusha Nyan le soir de sa disparition, une robe de soirée et des bottes à talons. C'est à la Grande Mosquée de Paris que la famille a donné rendez-vous à ses amis pour une cérémonie de recueillement. Le tout Paris de la mode est au rendez-vous. Pierre Berger, le directeur d'Yves Saint Laurent, Naomi Campbell, autre mannequin noir et héritière de Katusha, Alexandre Zouhari, coiffeur star et ami de la Guinéenne, Stomy Bugsy, chanteur et comédien, ou encore Vincent McDoom sont présents. J'arrive pas à croire qu'elle n'est pas là. Personne n'en dira davantage. L'heure est au recueillement. Mais dans les têtes, les doutes et les interrogations sont nombreux sur les circonstances exactes de la mort de Katusha. Ses amis ne veulent pas en rester là. Moi, il y a trop de questions qui ne sont pas élucidées dans une recherche qui a été un peu bâclée. Avant de partir pour Conakry, la famille de Katusha décide de relancer l'affaire en portant plainte. J'ai porté plainte, ma famille a porté plainte contre X. Parce que selon nous, la police a bien fait son travail, mais il reste des zones d'ombre. Ils engagent un avocat, maître Roland Dumas. L'ancien ministre des Affaires étrangères se saisit du dossier et fait immédiatement une découverte surprenante. À l'intérieur de la police, par exemple, j'ai appris qu'il y avait deux versions. Il y en a une version, c'est un accident, c'est des choses qui arrivent tous les jours. Les autres, c'est quand même mystérieux pour un accident, il faut aller plus loin, c'est peut-être un meurtre, un rapt, on ne sait jamais. Mais la première hypothèse que la police explore, c'est la thèse du suicide. Je ne peux pas croire que cette personne-là que j'ai vue était dans une disposition quelconque de suicide, de toutes les choses qui ont été dites. Non, ça, je n'y crois pas du tout. Pourtant, Katusha, ex-mannequin, entretenait une forte dépendance vis-à-vis de l'alcool. Une addiction qui aurait pu la plonger dans le désespoir. Mais selon ses proches, elle n'avait pas un tempérament suicidaire et ses projets étaient bien trop nombreux pour qu'elle mette fin à ses jours. C'est en tout cas ce que confiait Pierre Berger, patron de la maison Yves Saint Laurent, qui la connaissait bien, à son ami Roland Dumas. Pierre Berger, qui est directeur de Saint Laurent, qui m'a dit qu'il était très surpris lui aussi, parce qu'elle n'était pas suicidaire. On rencontre tout ce qu'on voudra, on verra ce qu'il en est, mais qu'elle n'était pas suicidaire, qu'il ne voyait pas du tout ce qui avait pu se passer. Il est quand même lui aussi très intrigué. Elle était vraiment, là quand j'ai dîné avec elle il y a 8 jours avant, elle était vraiment en forme, elle était très bien, elle était vraiment positive. Elle n'était pas en désespoir, c'était pas quelqu'un qui aurait pu partir, se jeter, suicide. Ça, j'y crois pas du tout. La thèse du suicide semble donc écartée. La police s'oriente alors vers une nouvelle piste, celle de l'accident. Le 31 janvier au soir, lorsque Katusha regagne la péniche où elle habite, il pleut énormément. En robe de soirée, perchée sur des hauts talons, elle va devoir regagner sa cabine. Un exercice un peu périlleux puisque sa péniche n'est pas stationnée directement au bord du quai, mais accolée à une autre péniche. Il lui faut donc monter sur cette première péniche, la traverser et enfin passer sur la seconde péniche afin de rejoindre sa chambre. C'est à ce moment-là, selon les enquêteurs, que Katusha serait tombée à l'eau. C'est quelqu'un de fort. Elle aurait pu s'accrocher, elle est tombée déjà une fois dans l'eau, elle s'accrochait, elle remontait. C'est quelqu'un de fort. Elle ne se laisse pas aller comme ça, c'est pas possible. Si Alexandre Zouhari a des doutes, vous allez voir que de nombreuses autres interrogations vont apparaître au cours de cette enquête. Première interrogation, après 4 semaines dans l'eau, le corps de Katusha est retrouvé quasiment intact. L'accident, laisse tomber. Pourquoi? Parce que le corps a été trouvé 28 jours après, fraîche. Ça ne peut pas être un accident. La première chose qui m'a frappé et que m'a raconté le père de Katusha, c'est qu'il avait pu la voir à la morgue et que le corps était intact. Comment un corps peut-il être intact
après avoir séjourné aussi longtemps dans l'eau. Mais ce n'est pas tout. Il y a une deuxième interrogation, le sac à main de Katusha. La première chose qui est parue bizarre, c'est qu'on ait trouvé sur le deuxième bateau son sac. Donc c'était la démonstration qu'elle avait pu venir, du reste on le savait, qu'elle avait pu monter sur le premier bateau, franchir le premier bateau, poser son sac, et l'espace entre les deux bateaux était tel qu'on ne pouvait pas tomber à l'eau à ce moment-là. Deuxième question, son sac était posé à l'entrée, à un endroit à l'air, alors qu'il a plu ce soir-là et tous les jours qui ont suivi, le sac était intact. C'est-à-dire qu'il n'y avait même pas de trace d'humidité, il y avait des papiers, il y avait des linges, tout était sec. On a trouvé les cigarettes secs dans son sac. Les cigarettes, ça aussi c'est un mystère. Aussi, il ne faut pas oublier que les voisins ont entendu cette fille en train de dire qu'elle a froid. Quand on est en train de se noyer, si on tombe, on ne dit pas qu'on a froid, on dit au secours. Un corps intact après 28 jours dans l'eau et un sac à main sec alors qu'il pleuvait des trombes sur Paris le soir de sa disparition. Des indices qui pourraient accréditer une nouvelle thèse, celle du meurtre. J'ai déposé une plainte pour meurtre, ce qui est prévu dans le code, pour qu'on ouvre l'information. Après les thèses du suicide et de l'accident, et si finalement Katusha n'était pas tombée à l'eau toute seule? Jusqu'à maintenant, je n'accepte pas le fait, tu vois, qu'elle était noyée. Et si elle était noyée, je pensais qu'il y a une main qui l'a aidée à noyer. Une enquête trop rapide, des indices discordants, une famille qui s'interroge. Le meurtre apparaît maintenant comme une thèse crédible. D'autant plus que depuis quelque temps, des menaces planaient sur l'ex-top modèle. Katusha, elle m'a expliqué, elle m'a dit qu'elle avait peur pour sa vie. Mais qui pouvait en vouloir à Katusha? Et pour quelle raison? Elle avait touché quelque chose qu'il ne fallait pas toucher. Je pense qu'elle a laissé la clé de sa mort dans les pages de son livre. Depuis qu'elle avait quitté les podiums, Katusha s'était lancée dans un autre combat. Une guerre contre une tradition fortement ancrée dans certains pays d'Afrique, l'excision. Elle avait écrit un livre pour dénoncer la barbarie de cette pratique. C'est quand même sans anesthésie et dans des conditions atroces, comme vous pouvez l'imaginer. Il y en a qui en meurent, on n'en parle pas. Elle s'est faite porte-voix, oui, de causes, de causes féminines peut-être, oui, ou en tout cas tout simplement humaines. Très impliquée dans le combat des femmes africaines, les opinions de Katusha étaient loin de faire l'unanimité dans son pays et sur l'ensemble du continent noir. Oui, et puis en même temps, elle révèle des choses qui sont dérangeantes pour plein de gens. Que ce soit l'Occident, que ce soit l'Afrique, que ce soit des parents, tout simplement. C'est vrai que c'est difficile d'en parler. On n'a pas parlé de ça dans ces pays, donc... Elle-même excisée à l'âge de 9 ans, la voix de Katusha a été entendue en Europe et en Afrique. Les autorités guinéennes ont décidé d'interdire l'excision après son livre. Et grâce à elle, la loi a changé dans son pays, en fait, sous l'excision, parce qu'il y a une loi qui interdit l'excision. Finalement, la princesse Pearl aura peut-être été victime de ses engagements. 13 jours après la découverte de son corps, alors que sa dépouille est rapatriée à Conakry pour y être inhumée, Katusha emporte dans sa tombe de nombreux mystères. Les faits sont tout blancs et nous voulons que justice soit faite. C'est un devoir qu'à faire la lumière sur la disparition et la mort de Katusha. Alors que l'enquête est toujours en cours, pour la fille de Katusha, le combat de sa mère n'aura pas été vain. Well, I'm proud of her for trying to do everything. She kind of changed the world. I'm going to learn French so I can read Mummy's book. Tout de suite, dans Fait divers le mag, Mathieu Fabiani, flic le jour et scénariste la nuit. Commissaire divisionnaire dans la banlieue parisienne, le cinéma et la télévision lui doivent plusieurs films à succès. Le flic,
c'est souvent un scénariste qui s'ignore. Le verdict de la semaine, Guillard. Il risque 16 ans de prison pour avoir tué son ami Pierre Jourdain. Vous êtes coupable ou innocent? Innocent. Coupable ou innocent, nous l'avons accompagné tout au long de son procès, jusqu'au moment ultime du verdict. C'est pas que je vous ai menti, c'est que je vous ai dit exactement la même chose que j'ai dit aux autres. La décision des jurés à la fin de cette émission. Mais d'abord, notre reportage avec les enquêteurs de la police parisienne sur la piste d'une bande organisée dans le vol de métaux. C'est la dernière tendance dans le milieu du banditisme. Des tonnes de métaux disparaissent chaque jour en France. Bouge pas! On se calme. Tu te calmes. Ok? « 19e arrondissement de Paris. Au premier étage de ce commissariat, une unité de police un peu particulière. Le SSIT, le service de soutien aux investigations territoriales. Drogue, vol, trafic en tout genre, cette brigade enquête sur des affaires importantes qui dépassent la compétence des commissariats d'arrondissement. 80 hommes et femmes expérimentés composent cette unité. Des anciens des stupes ou de la crime, l'élite des enquêteurs. Et donc, à leur tête, le commandant Marc Bertrand, 20 ans d'ancienneté, dont 2 passés en Bolivie, a chassé les narcotrafiquants. Depuis 10 mois, la brigade enquête sur une grosse affaire, une bande organisée spécialisée dans le vol de métaux. Un phénomène en pleine explosion dans le milieu. Vous allez comprendre pourquoi. En 2 ans, le prix du cuivre a été multiplié par 4. Aujourd'hui, le cours est à 8 000 € la tonne. Et tous les métaux suivent la même tendance. Nickel, inox, aluminium, bronze. Résultat, les vols explosent. Sur les chantiers, les lignes TGV, le long des routes, des tronçons entiers de câbles disparaissent. Conséquence, des trains en retard, des autoroutes plongées dans le noir et des abonnés privés de téléphone. Pour la brigade, l'enquête commence au mois de juillet dernier. Les policiers interpellent cet homme qui découpait des câbles en cuivre sur un chantier. Pour remonter la filière, les enquêteurs le relâchent et le mettent discrètement sous surveillance. Le suspect les amène tout droit vers ses complices, dont le mode opératoire est surprenant. Ils s'installent au vu au-dessus de tous, ils ont des chasubles identiques de ceux des ouvriers qu'on peut rencontrer de n'importe quelle entreprise. Ils mettent un barriérage identique à ceux de la ville de Paris ou des communes sur lesquelles ils travaillent. Ils posent le camion à côté. Et en fait, finalement, plus ils sont visibles, plus ils sont assurés d'une relative tranquillité. Une bande de professionnels bien organisés et bien payés. Le vol de métaux, c'est plusieurs milliers d'euros à chaque opération. Après avoir chargé leur cargaison, les voleurs se retirent à l'abri des regards indiscrets, le plus souvent dans une casse automobile. C'est là qu'ils brûlent tranquillement l'enveloppe des câbles pour en récupérer le cuivre. Pour observer le manège des malfaiteurs sans se faire repérer, les policiers utilisent un hélicoptère. En fait, ils brûlent partout là où ils ont le sentiment d'être en sécurité. Il est 5 h du matin. Après 10 mois d'enquête, la brigade part interpeller les malfaiteurs. Pour cela, ils vont utiliser un sous-marin, une camionnette banalisée, qui leur servira de poste d'observation. Allez, c'est parti. Pour confondre les malfaiteurs, il faut les prendre en flagrant délit. Ouais, reçu. Les policiers sont confiants. C'est la journée, le jour J. Je pense que tous les éléments sont là pour que l'interpelle se fasse bien dans la matinée. En quelques minutes, le dispositif est en place. Là, on est au top. On a vu sur le dôme et tout. Le dôme, c'est le domicile du principal suspect. On n'a plus qu'à attendre qu'il sorte. Et 1 heure plus tard, les 2 suspects viennent de monter à bord de cette camionnette. Pour les policiers, la filature commence. Ouais, ok. Ouais, dispo de Yann, le camion il a la place en direction. C'est reçu? La filature dure depuis plus d'1 heure. Le jour se lève,
Les policiers espèrent que la camionnette les emmène sur un chantier où travaillent les voleurs. Ok, clignote à gauche, il déboîte. Attends, je sais pas s'il tourne. Non, il a déboîté. On a 2 véhicules écran, je le vois toujours. Il accélère un petit peu, j'accélère. Fil de gauche, toujours tout droit. La difficulté, suivre les suspects de près sans pour autant se faire repérer. Ouais, il a accéléré, donc derrière, si vous pouvez resserrer un petit peu. Ok, il est sur le rond-point, je le vois pas. Si c'est bon, il prend en face. On met le RAM 6, non, passer le panneau. Ouais, donc t'as un camion là, t'as des camions dans le secteur. À mon avis, ils sont là. Hein. Ouais, ok, il est garé à gauche pour le dispo, c'est là, ça travaille là. Attention. Donc il y a une petite place et en fait après il y a une rue qui monte avec un virage à gauche. Et donc en fait leur chantier doit être non pas sur le rond-point mais dans la rue un peu plus haut sur la gauche, sur le virage. La tension monte, les policiers en sont convaincus. Dans quelques minutes, ils vont interpeller les suspects. Le camion passe devant nous. Il passe devant nous. Soudain, au bout de 3 heures de filature, les enquêteurs s'inquiètent. Ah putain, ils retournent de là d'où ils viennent. Hein. Bizarre tout ça. Ouais, bah dispo, on lève, hein, c'est reçu. Tout le monde lève. Hein. Dans le jargon policier, lever le dispo signifie interrompre la poursuite. Ils sont un peu comme des fous là, et ils tournent dans le pâté de maison, donc ça sert à rien de confirmer le doute qu'ils viennent d'avoir. Donc on rentre chez nous. Plutôt que de se faire repérer, les policiers préfèrent abandonner la poursuite. Il faut être à la fois loin et pas le perdre. C'est le contraire de ce qu'on voit dans les films où... Dans les films policiers, c'est facile, ils suivent toujours au cul. Là... Retour au service, on ne prend pas de risques. Les mecs nous font tourner en rond, on pense qu'ils se doutent de quelque chose. Donc, pour ne pas compromettre tout le dossier, on reporte le dispositif à plus tard. Retour au service. Déçu? Beaucoup, mais bon, le principal c'est de les avoir un jour ou l'autre. Pour l'instant, Franck, je vais le prendre. Le lendemain matin, les enquêteurs mettent en place une nouvelle stratégie. On se tient au courant et dès qu'il Grâce aux écoutes téléphoniques de la nuit, ils savent dans quelle ville vont opérer les trafiquants. 18 policiers se rendent sur les lieux. D'après leurs informations, les trafiquants seraient en pleine action. Cette fois, l'affaire semble bien engagée, mais les policiers préfèrent rester prudents. Le boulot, c'est jamais tout bon comme on veut, donc ça se passe jamais comme on prévoit. Il faut toujours faire avec les imprévus, quoi. Le commandant Bertrand arrive sur les lieux. Les hommes de la brigade préparent leur intervention sur un plan du quartier. Les différentes voitures se positionnent. Elles encerclent les malfaiteurs. Mais l'interpellation risque d'être difficile. Les voleurs sont nombreux et peuvent se révéler dangereux. Au volant de la camionnette, le chauffeur attend ses complices qui sont en train d'opérer sous terre. Ils sont passés par cette trappe d'accès. C'est en train de commencer à charger à l'intérieur du camion. Hein, donc toujours à droite. Tenez-vous prêts. Les voleurs chargent leur cargaison, mais les policiers préfèrent attendre avant d'intervenir. Le danger, c'est qu'ils partent en courant ou qu'ils passent par les tunnels où il y a les câbles. C'est pour ça qu'on préfère attendre qu'ils montent dans les camions. L'attente commence, la tension monte. Toujours l'adrénaline qui commence à monter là. Quand les voitures interviendront, vous mettez en travers de la route pour bloquer les 2 voies. Le dispositif est en place, le commandant va se positionner discrètement près des trafiquants. Toutes les équipes sont prêtes à intervenir. On interpelle. C'est suivi. Bouge pas! Bouge pas. C'est bon! T'as rien de dangereux sur toi? Non, toi, On t'expliquera. C'est bon? Ouais. T'arrêtes de bouger! T'arrêtes de bouger, bouge pas! On se calme. Tu te calmes. Ok? En moins d'1 minute, les 5 voleurs de cuivre sont interpellés. Qu'est-ce que t'as jeté là? On charge. Franck, tu récupères le camion? Après une filature ratée, les policiers savourent leur succès. C'est bon ça? Les voleurs arrêtés, voici ce que les policiers découvrent à l'arrière du camion.
65 tronçons de câbles en cuivre. En tout, 200 mètres de long, 2 tonnes de métal. Les malfrats comptaient revendre l'ensemble pour 6 000 €. Un peu plus de 1 000 € par personne. 2 heures de travail, plutôt bien rémunérées. On rentre tranquillement au service, hein, c'est bien, bravo. Les voleurs de cuivre doivent maintenant en dire plus sur leurs complices et sur leur chef. Donc là, on va rentrer au service. On va te poser des questions, tu vas nous donner des réponses? Bien sûr. Voilà, bah, c'est bien. Arrivés au commissariat, les policiers séparent les prévenus pour qu'ils ne communiquent pas entre eux. On va attendre là. Vas-y, reste à l'est. Les gardes à vue commencent. Elles vont durer 4 jours. Les faits qui leur sont reprochés: association de malfaiteurs, tentative de vol aggravé, dégradation volontaire en réunion et surtout, vol en bande organisée. Ils risquent 15 ans de prison et 150 000 € d'amende. À l'issue de la garde à vue, les 5 hommes sont incarcérés en attente de leur jugement. Apparemment, le trafic durait depuis plus d'1 an. Un des individus interpellés aujourd'hui a déjà été interpellé en janvier ou en février à des faits similaires. Il faisait partie de l'équipe de l'affaire initiale du mois de juillet cet été. Et là, il est refait en fait en 1 an. Il y a 3 reprises sur des chantiers où les services de police interviennent. Donc ça prouve bien la grande motivation. Et donc très certainement l'hyper-rentabilité, voilà, c'est ça de ce genre de business. 5 hommes ont été interpellés, mais l'enquête n'est pas terminée pour autant. Les policiers veulent maintenant appréhender le chef de la bande. Des écoutes téléphoniques révèlent qu'il se doute de quelque chose. Sans nouvelles de ses complices, il commence à s'inquiéter. Donc vous n'avez pas fini, vous restez là. Hein. La brigade doit intervenir le plus vite possible avant qu'ils ne réalisent que ces hommes ont été mis sous les verrous. Le lendemain matin, l'unité va tenter de l'interpeller à son domicile. Il est 6 heures, les hommes arrivent dans une cité de la banlieue Est. Ils repèrent l'appartement et se préparent à l'interpellation. Allez, ouvre, c'est la police. Bouge pas, allez. En plus du chef de la bande, les policiers arrêtent un complice qu'ils n'avaient jamais réussi à localiser jusqu'à présent. Les 2 hommes se laissent arrêter sans résistance. La perquisition commence. Dans un placard, le commandant découvre l'attirail du parfait petit coupeur de câbles. Ça, on le prend. 6 circulaires, perceuses ultra puissantes, marteaux pneumatiques, du matériel de professionnels. Ah ben, pareil, ça il faut le prendre. Ouais. Il est 8 heures, la brigade sort de l'immeuble avec les pièces à conviction. L'opération est un succès. La bande organisée est démantelée. Le commandant annonce la bonne nouvelle à ses supérieurs. Patrice a trouvé les vêtements, les chasubles, tu vois, les vêtements qui ont servi à la découpe. Tu vas voir, on a du gros matériel, des disqueuses, des grosses disqueuses. Des trucs de pro hein, pour découper. Donc maintenant, on a tout le monde. C'est l'essentiel. Maintenant, il n'y a plus qu'à dérouler la procédure. Après 10 mois d'enquête, l'unité récolte les fruits de son travail. Mais comme le prix des métaux continue de grimper, les brigades du cuivre risquent fort de repartir très vite sur une nouvelle affaire. Nous ne sommes pas dans la réalité, mais dans la fiction, sur le tournage de Centrale Nuit, une série policière à succès diffusée sur France 2 depuis 8 ans. Le héros de la série, c'est le commissaire Franklin, interprété par Michel Creton. Dans la coulisse, un homme suit l'action de très près. Son nom, Mathieu Fabiani. Il est le scénariste de la série. C'est lui qui a tout inventé, l'histoire, les personnages, les situations. Ouais, coupé. Bon alors on est raccord ou pas? Ouais, c'est bien, là. Tiens, mis tout ton calibre. C'est juste qu'il est là.
Tu sais que c'est un truc de policier. Nous, on a un avantage sur toi, c'est que on te dit sors ton arme. Hop, tu sors ton arme, tu sors ton toki, il est là, hein. J'ai mon arme là, et tu sors toujours tout d'une poche. On a l'impression que les poches de flics sont toujours constituées de d'autres poches, non? Ah ouais. À chaque fois que tu vois un truc à l'écran, tu sors la preuve à conviction, clac, tu la sors, elle sort de la poche. Si Mathieu Fabiani est scénariste d'une série policière, ce n'est pas par hasard. Dans la vie, il est commissaire divisionnaire à Asnières, dans la banlieue parisienne. Ça va? Vous allez bien? Bon, bonjour. Ces histoires, c'est sur le terrain qu'il les trouve. Après 20 ans de police judiciaire, le commissaire dirige près de 200 policiers et enquêteurs. Tous les matins, dans son bureau, il commence la journée en scrutant le télégramme, la synthèse des crimes et délits commis pendant la nuit dans toute la région. Bon, pas d'affaires sensibles. A priori, je n'ai pas trouvé, là. Je ne suis pas encore entré dans les détails, mais il n'y a rien d'intéressant. En effet, la nuit a été plutôt calme. Rien à signaler dans le télégramme du jour. Après ce rituel, réunion quotidienne avec ses adjoints. Il y a 2 nuits de ça, une femme a repéré des individus sur le toit de son immeuble. Bon, qu'est-ce qu'ils vont faire sur les toits à 2 h du matin? Alors, ils cachent la dope, ils préparent des pierres, des pavés pour nous agresser, parce qu'à 2 h du matin sur les toits, on va faire un scénario avec ça d'ailleurs. Qu'est-ce qu'ils font les mecs à 2 h du matin? On dit à la BAC de regarder de plus près, et si on sent qu'on n'arrive pas à trouver, on peut mettre un PVRD en bas. Pendant quelques temps, au sein de la cité, ça va rassurer les gens, et ils font du statique pour casser le marché, pour qu'ils aillent ailleurs. Les portes sont ouvertes, c'est mauvais. Cette fois, le commissaire a peut-être trouvé ce qui pourrait devenir son prochain scénario. C'est bon, ça vous va? Intéressant. Bon, il y a l'aspect, on a géré notre première casquette de commissaire de police. Alors, deuxième casquette d'auteur, je me pose des questions. Un jeune, à 2 h du matin, sur les toits, qu'est-ce qu'il fait? Surtout si c'est récurrent, s'il va une fois sur le toit. Donc là, je commence à m'interroger. Et là, ça suscite une curiosité artistique sur le toit. Et puis j'anticipe, je fantasme. Et s'il venait à glisser, à tomber tout seul, imaginons la polémique. Il va sur le toit pour cacher sa dope ou pour préparer des pavés pour agresser les policiers. Il glisse et il tombe. Et on le retrouve au sol. Ben, ça devient un beau scénario. Ça devient... Et pourquoi pas, après, une polémique, on stigmatise l'action de la police, on va dire qu'on l'a poussé, etc. Alors qu'il est tombé tout seul en cachant sa dope ou en préparant des pavés. Voilà comment arrive un scénario. Ces idées, Mathieu Fabiani les note tout de suite dans un coin de son agenda. Une plainte vient d'être déposée, encore une autre histoire. Voilà, quelqu'un qui rentre dans un magasin avec une trottinette pour faire les courses. Le vigile lui dit « Je suis désolé, mais vous ne pouvez pas rentrer avec la trottinette ». Il insiste. Et il se retrouve, la trottinette cassée, le Walkman arraché. Et il vient ici déposer plainte. Sa plongée dans le polar a commencé par une rencontre, en 1980. À l'époque, il travaillait à la PJ. Grâce à ce métier, de rencontrer un jour un Américain, pour ne pas le citer, Bob Swan, qui était à la recherche d'un scénario pour faire un film de long métrage sur la police. Puis on a commencé à sympathiser, puis j'ai eu l'idée, mais on ne parle jamais d'un auxiliaire, de ce qu'on appelle l'indic, la balance, quoi, qui nous aide au quotidien. On ne les voit jamais à la télévision. C'est un personnage qui n'est pas valorisé. Et on a écrit La Balance. Et ce fut le succès de l'année. Le flic, c'est souvent un scénariste qui s'ignore, ou un metteur en scène. Lorsqu'il est confronté à une situation, une énigme dans son métier, il doit trouver une solution. Et l'imagination fait partie prenante du rôle du policier, de l'imaginaire. Quand il est confronté, il faut impérativement trouver. Sur le tournage de la série, le commissaire Fabiani n'est pas le seul vrai flic. Je suis un vrai policier. Je fais la série où ils ont fait appel à moi pour que ça soit un peu plus réaliste. J'apporte un peu quelque chose de réel sur la scène, en termes techniques, les gestes. Dialogue. Dans ma tête, pour moi, c'est réel, donc c'est pour ça que je dégage ce côté assez réaliste. Pour moi, c'est pas un jeu. Quand je joue, je m'imagine une scène que j'ai vécue sur une intervention. Action! Sur Centrale Nuit, Mathieu Fabiani n'est pas seulement scénariste. Il est aussi conseiller technique. C'est lui qui veille au réalisme de toutes les scènes. Est-ce que c'est raccord avec la réalité ou s'il y a, par exemple, quelque chose qui cloche ou qui n'est pas conforme? C'est assez difficile et délicat d'intervenir directement avec les comédiens. Il y a un chef d'orchestre, un réalisateur. Mais lui aussi a des impératifs de lumière, d'image, d'esthétique.
Et je crois que les acteurs jouent maintenant, ont épousé l'uniforme de flic de nuit et ils commencent à le comprendre et à en saisir toutes les subtilités. Il y a les acteurs, mais il y a aussi les accessoires. Vous allez voir que tout est faux, mais que tout doit avoir l'air vrai. À la place du whisky, on prend du thé. Et pour la cocaïne, le sucre glace fait largement l'affaire. Même si la cocaïne se démocratise et ça se vulgarise, il y en a un peu trop quand même. Il y a un effet visuel, c'est évident que si on met un demi-gramme ou maximum 1 gramme à l'écran, ça ne rend pas. Alors autant mettre 5, 6, 7, 8, 10 grammes pour donner une dimension de volume. Ouais, tout est faux. Alors là en l'occurrence, c'est un pistolet Beretta, je crois, c'est un 9 mm. Le canon est neutralisé, ainsi que l'approvisionnement de la chambre. Donc ça devient une arme inutilisable. On ne peut pas tirer, voilà. Mais on ne peut pas faire la différence. C'est l'ambiguïté, c'est qu'il faut être à la fois réaliste, mais il faut amplifier la part d'action. On imagine mal une série où on ne tire jamais un coup de feu. Mais si on replonge dans la réalité, la majorité des flics ne se servent jamais de leur arme. Dans toute une carrière, rares sont ceux qui ont ouvert le feu. On est quand même beaucoup moins violent que les séries américaines où on a 2-3 cadavres par épisode. Nous, on a très peu de fusillades. Pour deux raisons. La première, c'est que on n'a pas les moyens, en France, ça coûte cher à tourner une fusillade. Et puis en plus, culturellement, ça ne fait pas partie de nos habitudes d'ouvrir le feu. Jusqu'à l'intérieur, ça tire. Moment de pause à la cantine. Pour les comédiens, c'est l'occasion d'approcher l'auteur le plus réaliste de la série. Avant, on les reconnaît tout de suite, les épisodes de Mathieu. C'est ceux qui sont les plus précis en termes de procédure, voilà, c'est ceux qui sentent le plus le flic. On est obligé de faire un peu des entorses à la réalité, mais les épisodes de Mathieu, on sent toujours ce souci de coller au métier de flic, quoi, de rester fidèle à la réalité du métier de flic. Il y a un préfet un jour qui m'a dit avec beaucoup d'humour, « Ah, mais monsieur Fabiani, c'est vous qui travaillez au nord dans la police. » Mais en fait, je travaille quand même toujours dans la police. Je suis toujours commissaire de police à Asnières, dans les Hauts-de-Seine. Donc ça fait du boulot, quoi. Après 35 ans dans la police, le commissaire Fabiani va bientôt prendre sa retraite. Mais son imagination restera sûrement au service de la fiction. Je crois que je quitterai pas le polar quand même. Hein. Je crois que je lui dois tout. Je m'imagine mal rebondir ailleurs, parce que je resterai toujours un peu flic. Samedi dernier, nous vous avions raconté l'histoire de cet homme, Guillard, un plombier de 54 ans accusé de meurtre. Nous l'avions suivi à la cour d'assises d'Amiens. Après 3 ans de prison préventive, Guillard comparaissait libre devant ses juges. Vous êtes coupable ou innocent? Innocent. Coupable ou innocent, ce sont les 9 jurés qui vont en décider. Guillard est accusé d'avoir tué 7 hommes. Pierre Jourdain, un retraité de 67 ans dont le corps n'a jamais été retrouvé. Le crime dont on l'accuse remonte à 1996. Retour en arrière. Nous avions rencontré Guillard une semaine avant son procès. Il nous avait expliqué que c'est dans ce café, en Picardie, qu'il avait fait la connaissance de Pierre Jourdain. On lui payait à boire, il nous payait à boire, il n'était pas radin. Donc, mais le cas, c'est que des fois, comme on était nombreux à lui payer à boire, lui, il ne supportait pas bien. Et des fois, je le ramenais à sa maison parce qu'on n'était pas sûr qu'il roule droit. C'est comme ça qu'on a fait connaissance. D'après ses voisins, Pierre Jourdain est un homme sans histoire, dont les seules distractions sont le tiercé au café du village et la musique. Il joue du bugle dans la fanfare, une passion qu'il partage avec ses petits-enfants Valérie et Eric. J'ai eu qu'un seul grand-père dans ma vie, donc il a énormément compté pour moi. Dès qu'il pouvait nous aider, même nous donner de l'argent, il le faisait. Guillard est le dernier à voir Pierre Jourdain vivant le 2 mars
1996. Que s'est-il passé ce soir-là? Comme à leur habitude, les deux hommes se retrouvent pour l'apéritif au Café Français. Ils quittent l'établissement vers 20 h pour aller dîner à quelques centaines de mètres de là dans une auberge, le Relais de Saint. Un dîner bien arrosé, c'est Pierre Jourdain qui paye l'addition. Les deux hommes repartent ensuite dans la nuit. Depuis, Pierre Jourdain n'a plus jamais donné aucun signe de vie. Les semaines qui suivent la disparition, Guillard explique que Pierre Jourdain est parti faire une thalassothérapie. C'est sa première version. Il y en aura beaucoup d'autres. Une thalassothérapie? La fille de Pierre Jourdain n'y croit pas. Elle a pris la peine de téléphoner au centre de thalassothérapie de Dieppe et de s'apercevoir qu'aux dates auxquelles il aurait été déposé, ce centre il est fermé. Donc pour elle, c'est encore un élément supplémentaire qui lui permet à un moment de dire « cet homme me ment, cet homme nous ment ». Et mon père, il n'a pas été déposé au centre de thalassothérapie de Dieppe. Il est ailleurs, forcément. Mais où? Les petits-enfants de Pierre Jourdain sont convaincus que Guillard a tué leur grand-père pour une question d'argent. Pierre Jourdain leur avait dit qu'il avait prêté 25 000 francs à Guillard et que celui-ci mettait beaucoup de temps à le rembourser. Interrogé par les gendarmes, Guillard va donner une nouvelle version. La nuit du 2 mars 1996, après avoir dîné au restaurant, Pierre Jourdain l'aurait drogué pour abuser de lui. Il m'a violé. Il a abusé de moi sexuellement, en ayant drogué un alcool qu'on avait consommé un dernier soir quand je l'avais ramené chez lui. La version du viol, et je tiens à vous dire à ce sujet que les enfants qui connaissent plutôt pas mal leur grand-père, jamais au grand jamais il était question d'homosexualité. Impensable, impensable. Mon grand-père était plutôt un coureur de femmes qu'un coureur d'hommes, franchement. Le gendarme qui a interrogé Guillard à l'époque est toujours convaincu que celui-ci a menti. À son regard, on voyait directement comme quoi qu'il était mythomane. C'était une personne qui mentait directement sur les faits. Au cours de son interrogatoire, Guillard affirme que Pierre Jourdain s'est tué accidentellement après le viol en se cognant contre un meuble. S'ensuit alors un scénario macabre. Guillard aurait entreposé le corps dans un hangar. Puis 3 semaines plus tard, il l'aurait emmené 500 km plus loin dans le Cantal pour le brûler sur une décharge municipale. C'est insoutenable ce qu'il a dit, c'est dégueulasse. Et ça, je lui en voudrais toute ma vie. Incarcéré à la prison d'Amiens, Guillard va alors proposer une 3e version. Cette fois-ci, Pierre Jourdain, après le viol, aurait acheté le silence de Guillard en lui proposant sa voiture et de l'argent. Ensuite, Guillard aurait déposé Pierre Jourdain à la gare de Dieppe et n'aurait plus jamais eu aucune nouvelle de lui. Qui est devenu monsieur Pierre Jourdain? Je ne sais pas. Pourquoi d'un seul coup il vous appelle plus? Je ne sais pas non plus. Où est la vérité? Quelle version les jurés vont-ils croire? Guillard est-il sincère ou manipulateur? Retour au procès. Au 3e jour d'audience, Guillard va craquer. Dans le box des accusés, il passe aux aveux. C'est moi, dit-il, qui ai tué Pierre Jourdain. Quelques minutes après ses aveux, Guillard se confie à nous. Et c'est là que j'ai craqué, j'ai dit bon, faut que ça s'arrête, je ne veux plus entendre tout ça. Et c'est là que j'ai dit vraiment toute la vérité de ce qui s'était passé. Il a abusé de moi. Et je l'ai mal pris, je l'ai giflé, ce que je n'aurais pas dû non plus. Et il s'est claqué la tête contre un petit meuble, il s'est écroulé. J'étais dessus de lui, j'ai dit qu'est-ce que je vais faire, j'étais perdu. Et la seule solution que j'ai trouvée, c'était qu'il fallait que je me débarrasse du corps, il ne fallait pas le laisser là, il fallait plus qu'on le voie, il fallait cacher. C'est la 4e version et ce sera la dernière. Guillard aurait été violé sous le coup de la colère. Il aurait giflé M. Jourdain qui serait tombé contre un meuble. Ensuite, il aurait fait disparaître le corps en le brûlant sur une décharge publique. Pour la famille de la victime, ses aveux cachent encore d'autres mensonges.
On a quelques bribes de vérité. On n'a pas, encore une fois, la vérité, et ça je le regrette pour les parties civiles et pour la famille de M. Jourdain. Il a tout de même donné la mort à M. Jourdain. À quelque niveau que ce soit, il a tout de même offert à cet homme, qui était un bon père de famille, qui était un grand-père tranquille, il a quand même offert à cet homme comme dernier lieu de résidence une décharge publique. Il a privé une famille de la possibilité de pouvoir se recueillir sur simplement une tombe. Et puis enfin, il a continué par le biais de ce que je qualifierais moi de mensonge à salir la mémoire de celui qui aujourd'hui est disparu. Vendredi 21 mars, après avoir entendu les témoins, les experts et les aveux de Guillard, le procureur requiert 16 ans de réclusion. Que vont décider les 9 jurés? Ils se retirent pour prendre leur décision dans le secret du huis clos. À partir de cet instant, Guillard n'est plus libre. C'est seul et sous surveillance qu'il doit attendre la décision de ses juges. Vont-ils le condamner? À quelle peine? Son sort est en train de se jouer en ce moment même dans la pièce voisine. Exceptionnellement, le président du tribunal nous a autorisés à rester avec lui. Ce qui est le plus difficile, c'est de voir tous les gens qui m'aimaient bien, qui sont venus me voir et qui attendent ce qui va se passer. Oh, je regrette pour tout le monde, pas pour moi. Si j'ai fait quelque chose, j'aurais dû avoir la force de me dominer. Mais donc j'ai dérapé. Et ce que je vois, c'est qu'avec ce que j'ai fait, c'est tout le monde qui prend. Je fais pleurer tout le monde, je leur fais faire du mauvais sang. Ça dérange tout le monde et c'est ça qui ne me plaît pas. Pourquoi, depuis le début, Guillard nous a-t-il toujours menti? C'est pas que je vous ai menti, c'est que je vous ai dit exactement la même chose que j'ai dit aux autres. Après 1h30 de délibéré, à la question Guillard est-il coupable d'avoir tué Pierre Jourdain pour lui voler de l'argent et sa voiture, les jurés ont répondu oui à l'unanimité. Ils ont condamné Guillard à 16 ans d'emprisonnement, la peine requise par le procureur. Le condamné est emmené immédiatement à la prison d'Amiens. Il a jusqu'au 31 mars pour faire appel du jugement. La semaine prochaine, dans Faits divers le Mag, notre enquête sur un crime dans le monde du travail. Dans les Ardennes, un employé tue son patron à coups de couteau. L'employeur était-il coupable de harcèlement moral? L'employé était-il simplement paranoïaque? J'ai pas compris ces appels au secours, comme personne n'a compris. Les témoignages, les pièces du dossier et le verdict, samedi prochain. Ils envahissent le grand écran. Depuis 1 an, les Faits divers sont à l'origine d'une série impressionnante de films, et ce n'est pas fini. D'autres seront bientôt à l'affiche. Police! Pourquoi le cinéma se passionne-t-il pour les faits divers? Le public est-il friand de ce genre d'histoire et pour quelles raisons? Réponse samedi prochain dans Faits divers le Mag. Shut up.